Oui, alors, Stanley Péan, rebonjour. Vous allez nous parler d'un essai, un ouvrage qui vous a marqué, Céline au Congo. Son auteur s'appelle Aristote Kavungu. Il est de parents angolais, l'écrivain scénariste, donc vit à Whitby, tout près de Toronto, donc ici à côté. Et il enseigne la littérature. De quoi ça parle exactement? Céline au Congo, ça peut porter à confusion, hein, vous savez. Oui, ça peut porter à confusion, mais la première référence, sans doute, c'est Tintin au Congo, Ben oui. évidemment. C'est autour de la controverse qui existe depuis toujours sur Louis-Ferdinand Destouches, alias Céline, un être dont il est impossible de dissocier l'œuvre de l'homme. Donc, lui qui a fait son entrée fracassante en littérature française avec Voyage au bout de la nuit. Certains le considèrent comme le plus grand écrivain français du 20e siècle. Et évidemment, on est coincé avec les propos racistes qui sont associés à son nom. Il était controversé de son vivant. Il le reste un demi-siècle après sa mort. Et une évidence qui est au cœur de cet essai captivant que signe Aristote Kavungu. Et en lisant ces pages, je me suis souvenu de deux phrases de Léo Ferré dans sa fameuse préface Poète vos papiers. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Sacré Léo. Sacré Léo. Et puis, bon, est-ce que cette lumière s'est faite sur la tombe de Céline? Oui et non. Je pense qu'on pourra jamais distinguer, dans son cas particulier, le bon grain de livret, la valeur littéraire de l'œuvre romanesque. Puis vous là, on est quand même capable de distinguer l'œuvre de l'artiste, non? Est-ce qu'on est capable? C'est parce que c'est difficile, parce que c'est imbriqué dans l'œuvre. Tout ce qui est répréhensible chez Céline est partout. C'est pas et c'est ce que démontre Aristote Kavungu, qui lui est un fervent admirateur de Céline sur le plan littéraire. Et c'est assez fascinant quand il raconte sa découverte de Céline. Congolais qui débarque à Paris. C'est un ami, Thierry, un Français, qui lui dit tiens, lis ça, et c'est mort à crédit qu'on lui donne à lire. Et lui, dans sa formation, il est intéressé par l'Antiquité. Il a traduit Cicéron, Horace, Sénèque pour ses études. Il est aussi intéressé par les écrivains français fétiches de son père. C'est Flaubert, c'est Maupassant, c'est Baudelaire, c'est Camus, c'est Daudet, c'est Romain Gary. Et il lisait tout ça. Il idolâtre Césaire pour le cahier de retour au pays natal. Et là, il est en face de mort à crédit. Et là, je le cite. Au contraire de tous ceux qui l'ont connu par Voyage au bout de la nuit et dont ils disent presque tous en chœur que ça a été une gifle, moi, c'était mort à crédit. La gifle, je l'ai eue aussi 2 fois plutôt qu'une. De mémoire de noir africain, ou même d'être humain pour faire plus inclusif, je n'avais jamais vu ça, ni lu ça. La première page était d'une tendresse et d'une tristesse inouïe. Ce style, on aurait dit une petite fille qui jouait à la marelle et qui excellait. Ses points de suspension me choquaient, mais me donnaient l'impression d'une conversation que j'avais avec lui étant Céline, bien sûr. Et donc, il est absolument conquis, et son ami Thierry de l'avertir, tu sais, il est antisémite. Et là, lui, qu'est-ce qu'il répond à ça? On comprend la mise en garde, surtout à l'endroit d'un lecteur qui se doute de rien, mais comment, lui, il reçoit ça? Il est tellement envoûté par le style que, évidemment, il est heurté, puis il se met à le lire différemment, il se met à chercher dans les phrases où est-ce que ça paraît. Et là, il va se mettre à lire tout Céline, et bien sûr, horrifié par ce qu'il apprend, et il va aussi se mettre à chercher ces pamphlets, là, les pamphlets antisémites, entre autres, le Bagatelle pour un massacre de 1937, deuxième des plus virulents pamphlets de Céline, où là, il vilipende la communauté juive. Et ça, c'est quelque chose qui circule sous le manteau. À l'époque, on ne les réédite pas. Ça a paru en 37, puis ça fait partie de, je dirais, l'épuration de la littérature française à laquelle on a procédé. Donc, pour lui, c'est la question, est-ce qu'on peut être noir, appartenir à une des communautés des communautés humaines qui est vilipendée, qui est honnie par Céline, parce que on parle souvent de son antisémitisme, on parle un peu moins de son racisme négrophobe. Ce n'est pas souffrir, écrit-il, du syndrome de Stockholm d'aimer Céline, l'auteur, et de chercher à le cerner et à comprendre pourquoi il impose à tout son pays le complexe de Sainte-Beuve et des courbatures mentales d'une ampleur incommensurable. Parce qu'on est tous pris avec ça. Comment admirer le style de Céline encore aujourd'hui?
et de constater quand même que le propos, souvent, est un propos qui est inacceptable à nos yeux. Et qui était inacceptable à l'époque. C'est quoi le complexe de Sainte-Beuve? Alors, Sainte-Beuve, en référence à Charles-Augustin Sainte-Beuve, c'est un écrivain du 19e siècle, qui est réputé pour ses théories sur la critique, et c'est sa méthode qui se fondait sur l'idée que l'œuvre d'un écrivain découle de sa vie, découle de sa personnalité, donc on peut pas les dissocier. La première personne à se révolter contre cette idée, à dire le contraire, c'est Marcel Proust, l'autre plus grand écrivain français du 20e siècle. Juif aussi. Qui est juif, lui. Alors, c'est drôle, celui qui légitime Céline d'une certaine manière, c'est un juif qui dit, écoutez, non, l'œuvre littéraire émane de quelque chose qui n'est pas l'écrivain lui-même, qui est une zone de sa psyché qui fait qu'il faut distinguer l'œuvre de celui qui écrit. Le livre est le produit d'un autre soi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vies. Ça, c'est Proust qui dit ça. Ce qui veut pas dire qu'on doit tout excuser aux écrivains sous prétexte que leurs prouesses stylistiques sont éblouissantes et l'emportent sur leurs idées. Kavungu, lui, il a bien conscience lorsqu'il s'interroge sur le cas de Céline et il écrit « Comment un homme comme lui, qui a pourfendu les injustices, qui a défendu la veuve et l'orphelin, qui, médecin, a soigné les pauvres, capable de moments de tendresse inouïs dans ses livres, pouvait, comme ça, mal tourner ?» Et il y a tout un mystère autour de ça, et Kavungu n'a pas de réponse, évidemment, à comment, c'est une question rhétorique, comment est-ce qu'il a mal tourné. Mais il interroge aussi, et sans répit, les raisons qui font que l'antisémitisme de Céline occupe toute la place dans le discours sur lui. On oublie que dans le voyage au bout de la nuit, c'est aussi il y a des manifestations de négrophobie notoires. Et il a vécu en Afrique, Céline. Mais les nègres, c'est gorilles, c'est bougnoules, c'est macaques, ça, ce sont des mots qu'utilise Céline pour décrire les Noirs. Céline affirmait ne pas les aimer et il les préférait chez eux. Ça, il l'a dit à plusieurs reprises. Et Kavungu souligne qu'il y a dans le voyage au bout de la nuit des passages qui sont forcément, profondément négrophobes, beaucoup, et on l'oublie. Et là, encore une fois, je le cite, « Je ne voulais pas qu'on nous vole la vedette. Les francs-maçons commençaient déjà à nous griller la politesse, à nous damer le pion parce qu'ils étaient déjà en deuxième position dans ceux que Céline pourfendait et haïssait. Je voulais notre place, il parle des Africains, de victimes en bonne et due forme parce qu'elle nous revenait naturellement par l'anathème jeté sur nous, par l'humiliation passivement bue, par la condescendance qui caractérisait le lien entre l'auteur de Voyage au bout de la nuit et nous. Tout cela est délibérément ignoré et tu. Aujourd'hui, plus personne ne mentionne le fait que dans les camps de concentration, d'horrible mémoire. Il y avait des Noirs. Je comprends votre émoi, mais oui, des Noirs aussi ont enduré les mêmes cruautés que les autres. Et donc, ce qui l'intéresse et ce qu'il conteste, c'est une espèce de hiérarchie dans les détestations de Céline. On ne parle que de cet antisémitisme, alors que c'est pas la seule tare de l'écrivain. Et il souligne qu'il est loin d'être le seul écrivain de sa génération à avoir affiché ces préjugés-là, même si on continue à le condamner lui. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi c'est à se demander pourquoi il a fait ça. Céline? Ouais. Bon, pourquoi c'est le seul écrivain de sa génération? Pourquoi c'est le seul? Alors, il y a Drieux-La Rochelle, tous ceux qui ont été collabos pendant l'occupation allemande. Drieux-La Rochelle s'est suicidé à l'épuration. Ils étaient plusieurs, mais c'est Céline qui est frappée d'un anathème. C'est drôle parce que quand j'étais à l'université, on nous faisait lire Drieux-La Rochelle, et puis le fait qu'il ait été collabo et antisémite, c'était ça gênait pas. Ça semblait pas trop gêné, alors que Céline, évidemment, on est obligé d'en parler, peut-être à cause des bagatelles. Lui, en tout cas, Kavungu rappelle une anecdote qui est très éloquente. En 2011, on avait inclus Céline dans le recueil des célébrations nationales qui commémore les personnages illustres de l'histoire de France, et ça avait suscité tout un tollé pour des raisons que l'on sait. Et Sarkozy avait affirmé que Céline... Ça, c'est assez étonnant, hein, ce que vous soulignez ici, là. Sur Sarkozy et Houellebecq. Oui, alors c'est dans le livre de Kavungu. Sarkozy avait dit Céline a publié des chefs-d'œuvre, quelques chefs-d'œuvre, mais le reste est une honte. Puis en même temps, dans la même entrevue, il dit que Michel Houellebecq est incontournable. Et ce que souligne donc Kavungu, c'est comment est-ce que l'islamophobie de Houellebecq est acceptable si l'antisémitisme de Céline ne l'est pas? Alors, donc il y a encore une fois une espèce de hiérarchie. Qu'est-ce qui est permis de détester, qu'est-ce qui est permis de mépriser? Et lui, il s'interroge bien sûr là-dessus, c'est son sujet, puis il le fait brillamment.
Mais il a trouvé une solution, il a trouvé une réponse à tout ça. Je pense que la réponse, c'est encore une fois cette fameuse distinction entre l'homme et l'œuvre, mais on sent qu'il y a chez lui un tiraillement, oui, dans toutes les formes d'art, en musique, en musique, en peinture, etc. Mais il y a un tiraillement chez Kavungu et c'est ce qui fait la richesse de son livre, qui est écrit avec intelligence, avec érudition, avec passion, dans un style assez élégant. Et on en sort enrichi avec des questions sur ce que c'est que la littérature et sa fonction. Stanley Péan, je rappelle qu'à l'antenne d'Ici Musique, vous animez tous les dimanches soirs la boîte de jazz et qu'on vous retrouve aussi les lundis au jeudi, du lundi au jeudi dès 22h à la barre de l'émission Quand le jazz est là, suivi à minuit de Soul la nuit. Il a le temps de lire en plus. Par ailleurs, vous allez inaugurer le week-end prochain la rubrique Le Devoir de littérature. C'est bon ça. Et dans les pages du quotidien Le Devoir avec une lecture analytique du roman Poussière sur la ville, le chef-d'œuvre d'André Langevin. Merci Stanley. Merci Franco. Merci. Pas intéressant ça. Hein? Kevin, oui Franco. Parlez-moi un petit peu de petite mise à jour au hockey. Là. Avec plaisir Franco. Donc je peux vous dire déjà que je suis un peu troublé par le sujet de Stanley, je dois l'avouer. Là on va être dans